Donc, un enjeu, c'est la souveraineté offshore, et c'est une excellente transition avec l'exposé de Vincent Piolet, qui a travaillé sur le sujet. Alors, comment la France peut-elle agir? Que faire contre les paradis fiscaux français, peut-être européens? C'est la question qu'on vous pose. Oui. Alors, je vais vous parler d'un territoire qui est la Principauté de Monaco. Généralement, les gens en ont une idée via les différents tabloïds et les différentes frasques de la famille. Mais on parle là d'un territoire en fait qui a 6000 autochtones. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, c'est le nombre d'habitants qu'il y a dans la cité HLM de la Castellane à Marseille. C'est un territoire qui est à peu près aussi grand que le 5e arrondissement, pas plus. Et donc ce territoire-là est forcément acculé pour justifier son existence à parader un petit peu dans toutes les organisations internationales et notamment à voix au chapitre à l'ONU et donc à voix au chapitre en matière de sécurité, à la politique de sécurité à mener en Afghanistan par exemple, ou alors ou à d'autres choix politiques. Elle est aussi membre par exemple de l'AIEA. C'est très intéressant parce que Albert II avait fait un discours à l'AIEA à l'occasion de la 50e Assemblée où il disait qu'il soutiendrait donc les efforts de l'AIEA dans sa lutte contre les grandes menaces de notre époque, etc. Mais ce qu'il faut savoir là-bas, c'est qu'il n'y a aucun enseignement supérieur scientifique à Monaco. Donc il n'y a aucun chercheur à Monaco. Donc on se demande encore qu'est-ce qui pourrait... Sur l'énergie atomique, même sur tout, parce que il n'y a pas d'enseignement supérieur à Monaco, peut-être un MBA qui doit exister. Donc, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que l'histoire avec Monaco et sa fiscalité n'est pas si nouvelle que ça, et elle a déjà posé problème. Il y a 50 ans, presque jour pour jour, en mai de 1963, une convention entre la République française et la Principauté de Monaco donc, était signée et mettait fin à une crise qui avait duré un an. À l'origine de cette crise, qui avait des origines assez compliquées, mais qui était le pouvoir et le contrôle notamment de Télé Monte Carlo, il y avait un bon prétexte pour revoir les règles de fiscalité qui exonéraient d'impôts tout résident français dans la Principauté monégasque. Donc le général de Gaulle décida en fait, quand il a vu ce petit territoire en plus qui avait complètement collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale, il a voulu donc mettre fin à cette injustice. Et les Français donc, de Monaco devront se soumettre aux mêmes impôts que leurs voisins. Mais le bras de fer a duré quand même un an. Pendant un an, avec un point culminant où il y a eu le rétablissement des postes de douane, quand même, donc il y a deux routes, entre la Principauté et la France. Et on attribue d'ailleurs au général de Gaulle la citation suivante qui est « Pour faire le blocus de Monaco, il suffit de 2 panneaux de sens interdit ». Donc, par contre, côté monégasque, l'ambiance était moins enthousiaste parce que le général de Gaulle avait quand même des ambitions politiques assez fortes et commençait à voir que Monaco ne pliait pas, donc à vouloir dénoncer des accords portant sur les médicaments, sur l'eau, sur le gaz. Et donc, ils ont fini par lâcher. Donc, le 18 mai 1963, les résidents français, donc tous ceux qui vivent en principauté après 1957, sont assujettis à l'impôt français. Et actuellement, tous les citoyens français sont assujettis à l'impôt français, à l'ISF, et quand ils ouvrent un compte bancaire à Monaco, c'est déclaré en France. C'est pas intéressant pour les Français. Mais ce qu'il faut signaler, c'est qu'ils ont réussi à sauver la face, parce que ça ne s'applique qu'aux Français. C'est-à-dire que les régimes préférentiels continuent pour les résidents étrangers non français. Donc 50 années plus tard, le député PS Bruno Le Roux remet en cause la liste des paradis fiscaux établie notamment par le GAFI en disant que celle-ci n'est pas complète et en dénonçant Monaco. Donc Monaco tout de suite s'est senti agressé et a répondu avec son communiqué habituel à l'AFP en disant le gouvernement princier s'étonne et regrette vivement certains propos récents mettant injustement en cause la principauté de Monaco. Tout compte ouvert par une personne de nationalité française à Monaco fait l'objet d'une information automatique auprès des autorités fiscales françaises. Par ailleurs, il est rappelé que les banques installées à Monaco sont soumises au contrôle de la Banque de France. Ça, c'est leur défense habituelle, donc de toujours dire qu'ils sont soumis au contrôle de la Banque de France.
Mais ils oublient de dire, et sciemment, que notamment il n'y a aucun système de centralisation de fichiers central, ce qu'on appelle le fichier FICOBA en France, qui permet aux autorités fiscales et financières d'obtenir à bref délai les caractéristiques de tous les comptes bancaires détenus sous un même nom. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fichier global à Monaco. Et la défense de Monaco va aussi dire oui, mais nous suivons les standards de l'OCDE, nous avons signé tant de conventions. Alors, avec qui elle les a signées, ces conventions? Elle les a signées avec Andorre, avec les Bahamas, le Liechtenstein, le Luxembourg, le Qatar, Samoa, Saint-Marin, Saint-Kitts. Donc, en fait, c'est des paradis fiscaux qui s'autorisent des accords d'échange d'informations entre eux, en fait. Donc on voit tout de suite la limite du principe, surtout qu'il n'y a pas d'accord avec l'Italie. C'est une question que j'ai demandé au ministre d'État. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'accord fiscal avec l'Italie qui doit détenir la majorité, sinon une grande partie des avoirs à Monaco? J'ai pas eu de réponse. Il faut aussi savoir que la qualité du contrôle bancaire est totalement différente de celle en France. Et on a pu le voir avec comme point d'orgue l'affaire Hobbs-Mayville qui a débuté dans les années 2000, qui est une des plus grandes escroqueries jamais opérées. On en a peu entendu parler, malheureusement, parce qu'il y a eu l'affaire Madoff un petit peu qui a pris le dessus en termes de volume. Mais on parle quand même de 175 millions de dollars qui sont évaporés avec 350 plaignants et 350 autres victimes qu'on préférait qui se sont abstenus de comparaître. On imagine bien pourquoi, parce qu'ils étaient en train de blanchir de l'argent. Donc ils n'avaient pas demandé la loi aux autorités de les défendre là-dessus, j'imagine. Donc Monaco, en plus, malgré sa taille réduite, est un lieu de convergence d'affaires politico-financières. Moi, j'ai recensé depuis une vingtaine d'années toutes les affaires qui sont à peu près supérieures à 1 million d'euros. On les retrouve toutes à un moment donné à Monaco, que ce soit des groupes mafieux comme la mafia calabraise, le cartel de Cali, que ce soit des entreprises, la faillite de Parmalat, les affaires Elf, Clearstream, ou alors des partis politiques ou des institutions comme l'Angola Gate, l'affaire pétrole contre nourriture, l'affaire des HLM de Paris et l'affaire des HLM des Hauts-de-Seine. Toutes ces affaires passent un moment par un compte à Monaco. Donc, plus récemment, d'ailleurs, il y avait une nouvelle affaire qui vient d'éclater, où en fait on s'est rendu compte que la banque, la BNP, la filiale de la BNP sur place ne faisait pas les vérifications d'usage sur l'apport de certains chèques suspects qui venaient de Madagascar. Donc en fait, c'est un système qui a été mis en place pour contourner le contrôle d'échange à Madagascar, avec des chèques en euros qui étaient encaissés par millions à Monaco. L'association Sherpa a demandé l'ouverture d'une information judiciaire, je crois, au parquet de Monaco. J'imagine qu'ils attendent également leur réponse, tout comme moi j'attends les miennes. Ah, d'accord. Donc vous attendez également. Et de plus, ce que oublie aussi de mentionner les communicants monégasques, c'est le secret professionnel qui vient ajouter une sécurité supplémentaire. Le secret professionnel peut être invoqué en fait par un administrateur monégasque qui n'est en fait qu'un homme de paille, non responsable pénalement, pour protéger l'identité du propriétaire final d'une société monégasque offshore. Alors, c'est très simple. Si Monaco, actuellement, Monaco n'est pas le pire des paradis fiscaux, ils ont fait réellement des efforts, ils essayent un petit peu de changer la donne, mais malheureusement, l'histoire et le passif est très lourd à porter. Mais s'ils ne souhaitent plus porter ce fardeau, il y a vraiment quelques mesures à faire qui sont très simples. C'est la mise en place d'une centralisation des données bancaires, donc la liaison avec le fichier central français FICOBA dans un premier temps et dans un second temps avec les autres pays européens, et la mise en place de procédures de contrôle plus exigeantes,
et la fin aussi du secret professionnel qui permet l'anonymat des propriétaires finaux des sociétés monégasques offshore. Il faut savoir, il ne faut pas non plus trop leur tomber à bras raccourcis dessus non plus, parce qu'on a une part de responsabilité quand même assez importante. C'est que le Monaco est en fait un paradis fiscal qui sert beaucoup à la France, de la même façon que Andorre, de la même façon que le Liechtenstein pour l'Allemagne, que Monaco et Saint-Marin pour l'Italie, que les Antilles néerlandaises et Saint-Martin pour les Pays-Bas, Hong Kong pour la Chine, toute une partie des Caraïbes pour les États-Unis et toute l'autre partie pour le Royaume-Uni. Parce que par exemple, notamment, il y a eu en 80, quand l'arrivée du PS au pouvoir, on a été très content de voir que, disons que les gens qui avaient peur que les chars soviétiques investissent les Champs-Élysées, on était bien content que ces personnes, en fait, ne changent pas leur devise française en devise étrangère, mais les envoient à Monaco. Comme ça, au moins, on les gardait en francs et ça soutenait la monnaie. D'ailleurs, il y a un bref communiqué suite à la Seconde Guerre mondiale. On instaure un nouveau consul général de France à Monaco. Il découvre un petit peu la situation et il écrit ceci. C'est APA, donc l'APA c'est Monaco, cacher un piège qui a fonctionné dans un sens très favorable aux intérêts français, puisqu'il rend possible aujourd'hui la récupération de capitaux soustraits à la France et qui se seraient investis ailleurs ou dans une autre forme, c'est l'histoire du PS, s'il n'avait pas eu une telle confiance dans la neutralité monégasque. La situation de la principauté enclavée dans le territoire français permet d'y attirer des capitaux, d'y constituer des organismes internationaux en terrain neutre mais sous le contrôle de la France. Il faut faire en sorte que sa législation financière conserve ce caractère exceptionnel, si séduisant pour les capitalistes. Voilà ce que communiquait le consul français de Monaco. Donc tout ce qu'on peut espérer pour conclure, il y a donc le 50e anniversaire de la convention entre la République française et la Principauté de Monaco. Ça peut être une opportunité pour mettre en place donc, les mesures que j'ai citées. Et ce qu'il faut voir, c'est que le rapport de force politique, le général de Gaulle l'a déjà fait. Il n'y a pas de raison qu'un nouveau président français le fasse également et soit ferme dans sa démarche. De la même façon qu'à Andorre, François Hollande est coprince d'Andorre, il peut très bien s'opposer au vote du budget et faire la politique du siège vide pour marquer sa différence. Il s'agit d'une volonté politique. Et donc j'espère que François Hollande fera preuve d'autant de fermeté que son prédécesseur Charles de Gaulle et qu'il ressorte donc ces deux panneaux de sens interdit. Voilà.